Bienvenue à Tech et Houblon, le podcast qui explore la technologie de l'information et notre passion pour la bière. Je suis votre animateur, Luc Dumoulin, et dans cet épisode enregistré au Benz Bar, nous plongeons dans le monde fascinant de la technologie de l'information. Des dernières actualités et tendances aux avis d'experts, nous abordons tout, y compris nos recommandations de bière. Que vous soyez un amateur de technologie, de bonne bière ou un auditeur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir à chaque épisode. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Tech et Houblon. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel pour les entreprises, le cloud, soit en version hybride ou en multi-cloud. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Cladel, architecte de solutions chez R2I. Salut Arnaud. Salut Luc, comment vas-tu? Très bien, très bien, merci. Dis donc, quelles sont tes fonctions chez R2I? Alors, chez R2I, je travaille en tant qu'architecte de solutions, c'est-à-dire que j'accompagne nos clients dans leur démarche d'évolution de leur infrastructure, dans leur démarche de migration vers le cloud et répondre en fait aux différents besoins en termes d'architecture pour nos clients, que ce soit du CPU, de la RAM, du stockage, des serveurs, c'est un petit peu tout ça. Ah, c'est intéressant. Je pense que tu vas être la bonne personne pour répondre à toutes mes questions à ce moment-là. Comme tu le sais, Tech et Houblon, c'est l'occasion de décortiquer les tendances de la TI autour d'une bonne bière. Et cette fois-ci, nous sommes deux à apprécier une bonne Guinness bien froide. Cheers! Santé! Bon, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Cloud hybride versus multi-cloud. Avant d'aller dans cette portion tout à fait pointue, tant qu'à moi, peux-tu me donner un éventail de la différente panoplie, si tu veux, d'options qui existent quand on parle de cloud, à partir de je suis chez moi, dans mon entreprise, à aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui les hyperscalers. Vas-y, lâche-toi là, ce qu'on dirait là. OK, donc la première chose que historiquement nos clients tous les utilisateurs d'informatique faisaient, c'est que ils avaient leur infrastructure chez eux. Donc ils avaient leur propre serveur dans une salle, que ce soit une salle dédiée, que ce soit sous un bureau, des fois dans un placard, ça pouvait arriver. J'ai vu ça dans mon expérience. Et en fait, ils accédaient en fait à leurs services à travers ces systèmes qui étaient chez eux. Avec l'évolution, les clients se sont rendus compte que avoir leurs infrastructures chez eux avait quelques désavantages. Le premier désavantage est lié à il faut avoir de la place pour mettre les serveurs. Non seulement il faut avoir de la place, mais il faut avoir de l'électricité, il faut avoir de l'air conditionné. Parce qu'un serveur qui tourne à 40 degrés dans une salle, il a généralement tendance à vraiment pas apprécier. Donc il faut de l'air conditionné, il faut du réseau, donc il faut vraiment une infrastructure beaucoup plus large que juste les serveurs en eux-mêmes. Donc les clients ont commencé à se tourner vers des fournisseurs externes qui avaient leur propre centre de données, dans lesquels en fait les clients allaient pouvoir prendre leurs serveurs, les déposer chez ce fournisseur, et c'est le fournisseur qui gérait toute cette partie réseau, électricité, air conditionné, etc. Mais on restait toujours dans une approche où une application avait besoin de serveurs physiques. Et là, on tombe sur la deuxième problématique à ce niveau-là, c'est que si un client voulait une nouvelle application, ça impliquait d'avoir un nouveau serveur physique. Et pour avoir un nouveau serveur physique, il faut qu'on passe la commande, que le fournisseur envoie dans le centre de données, que ce serveur physique soit déballé, qu'il soit mis dans le rack, dans le centre de données, qu'il soit connecté à l'électricité, connecté au réseau. Donc ça prend du temps. Entre les délais de livraison, les délais d'installation, ça peut prendre entre 1 semaine et 3 mois. Tout dépend du matériel et du fournisseur. Donc, une nouvelle approche a été mise en place, ce qu'on appelle la virtualisation. Où là, en fait, on va aller partager les ressources de un ou plusieurs serveurs physiques pour fournir des serveurs virtuels aux utilisateurs. Ce qui veut dire que les clients, ce dont ils ont besoin, c'est un gros serveur à l'origine
ou plusieurs petits serveurs qui vont fonctionner en mode cluster et qui vont partager en fait les différentes ressources qu'ils ont à disposition. Ça permet pour les utilisateurs si j'ai besoin d'un serveur, je demande à l'administration informatique, je dis voilà, j'ai besoin d'un serveur avec telle quantité de CPU, telle quantité de RAM, telle quantité de disque, et l'administrateur va pouvoir aller dans le contrôle de l'hyperviseur, rentrer les paramètres, créer le serveur automatiquement. Ça se fait en quelques minutes. Ça, c'est l'approche donc virtualisation. Et ensuite, donc le cloud est apparu, donc les hyperscalers sont apparus, où là, en fait, globalement, à travers le web, il n'y a même plus besoin d'administrateur chez le client. Tout va se faire à travers le web. Une interface web, on va dire, OK, je veux choisir ce type de serveur prédéfini avec un certain nombre de CPU, de RAM et de disques. L'utilisateur va cliquer sur les paramètres qu'il veut, va faire démarrer, et son nouveau serveur va être à disposition. Ça prend aussi quelques minutes, mais l'avantage, c'est que il n'y a plus besoin de déranger un administrateur qui peut être occupé à dépanner un problème physique, par exemple, sur un de ses serveurs, ou à débugger un problème de système d'exploitation sur une des VM de ses utilisateurs. Donc ça donne un petit peu une idée de l'étendue et puis aussi de l'historique en fait de l'utilisation de serveurs informatiques depuis le début jusqu'à ce qu'il fait maintenant. OK. Donc, on avait, au départ, c'était le on-prem, donc directement sur place. Après ça, tu as évoqué la virtualisation. Des débuts de la virtualisation, c'était ni plus ni moins que l'arrivée du cloud privé, si on veut, tant que ça restait à l'interne, c'est ça? Oui, un cloud privé, dans ce cas-là, c'est un cloud privé interne. Oh! C'est quoi la différence entre le cloud privé interne et l'autre solution? Le cloud privé interne, globalement, la compagnie va être responsable en fait de la totalité de son infrastructure. Donc non seulement de son cloud en lui-même, mais également de tout ce qui est en dessous. Donc les serveurs, l'électricité, le réseau, l'air conditionné. Ça, c'est entièrement de la responsabilité de la compagnie. Le cloud privé externe, la compagnie va se décharger en fait de toute la partie gérer l'électricité, gérer le réseau, gérer l'air conditionné. Les serveurs peuvent potentiellement être gérés aussi par le fournisseur de centre de données, mais le client en fait va pouvoir se concentrer sur vraiment son cœur de métier et pas sur les problèmes physiques, les problèmes de connexion dont la responsabilité en fait est transmise aux fournisseurs de centres de données. Après ça, ça c'était le cloud privé. On tombe après ça, l'autre, j'imagine, ça devient le cloud hybride. Alors, en fait, non. L'autre, ça devient en fait le cloud public. Le cloud hybride, le cloud hybride est différent dans le sens où quand tu es en cloud 100% privé, tous les services que tu vas utiliser vont être sur tes serveurs à toi. Le cloud hybride va utiliser en fait le cloud public comme extension de ta plateforme. Soit comme extension en mettant des VM supplémentaires dans le cloud pour absorber la charge et éviter que ton cloud privé soit surchargé, soit en utilisant des services dédiés qui sont disponibles dans le cloud public et qui ne sont pas disponibles en fait dans le cloud privé. Des services comme des bases de données gérées par les fournisseurs de cloud, comme du stockage d'objets dans le cloud, genre du Amazon S3 par exemple, ou de l'Azure Blob Storage. Ça, en fait, le client, ils n'ont pas besoin de le gérer. Pour du cloud d'objets, ils n'ont même pas besoin de dire j'ai besoin de tant de quantité de stockage. Ils vont juste dire j'ai besoin d'un conteneur. Et le cloud s'adapte en fait à la taille de ce que le client va mettre dedans. Plus le client va consommer et plus son conteneur va grandir de manière automatique. Chose que dans un cloud privé, tu vas avoir vraiment de la difficulté à faire parce que tu as quand même derrière une vraie machine physique qui a les limitations que tu as dans une machine physique. OK. Donc, là, on était au cloud public. Donc, là, j'imagine que la prochaine
la prochaine catégorie dans cette panoplie de services-là, ça devrait être le cloud hybride à ce moment-là. C'est ça, oui, c'est le cloud hybride. Et après, tu as l'approche multi-cloud. Et cette approche-là, globalement, va consister à, plutôt que de te dire, je vais mettre tous mes œufs dans le même panier, donc je vais avoir toutes mes VM, tous mes services qui vont tourner dans mon cloud privé ou qui vont tourner dans un cloud public. L'idée, c'est de dire, non, moi je veux répartir ça sur, disons, 2 clouds, ou peut-être 3 clouds, ou peut-être 4 clouds éventuellement. Mais globalement, là, tu tombes sur une vraie problématique, dans le sens où tu vas te limiter aux services qui sont communs à tous les différents clouds. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, une machine virtuelle, par exemple, tous les clouds vont te le proposer. Donc ça, c'est un service commun. Une base de données relationnelle gérée par le cloud provider va être plus ou moins spécifique à ton cloud provider. Donc, si tu veux du SQL Server, généralement, tous les clouds vont te proposer du SQL Server. Donc là, en général, tu es relativement tranquille. Tu veux maintenant une base de données, tu es plus axé vers l'open source. Donc, tu vas te dire, je veux une base de données MySQL ou Postgres. Je sais qu'AWS va proposer un service de base de données Postgres géré. Azure ne propose pas de Postgres, il propose du MySQL. Oui, on peut comprendre. Donc, oui. Si un client veut prendre une approche multi-cloud en allant à la fois dans son cloud privé et dans AWS et dans Azure, il va commencer à avoir une problématique dans le sens où sa base de données ne sera pas disponible en tant que service géré dans Azure, donc il va être obligé de la gérer lui-même. Okay. Donc il perd un des avantages du cloud public, qui est la base de données gérée. Et ça veut dire, excuse-moi de t'interrompre, mais ça veut dire que ça va prendre du personnel qui a des connaissances spécifiques à cette BD-là pour être capable de le gérer. Tout à fait. Non seulement la BD, mais le système d'exploitation qui fait tourner la base de données. Donc en fait, tu peux potentiellement avoir à multiplier les personnes. Tu peux avoir une seule personne qui connaît tout, ou tu as des personnes qui sont dédiées à un administrateur de base de données, un administrateur système, et cet administrateur de base de données, il va bien connaître Oracle, c'est parfait. Il va peut-être connaître un petit peu SQL Server, c'est bien. Est-ce qu'il va connaître Postgres? C'est pas sûr. Donc tu vas être obligé d'embaucher quelqu'un juste pour cette partie-là. Mais quand on parle en fait de gestion de base de données, il y a plusieurs niveaux. Mais je pense que ça dépasse un petit peu le sujet qu'on approche aujourd'hui. On pourrait peut-être envisager de faire un autre sujet un petit peu plus dédié à cette partie-là. Mais effectivement, la problématique en fait du multi-cloud, c'est que quelqu'un qui va vraiment vouloir l'utiliser dans cette démarche d'approche multi-cloud où tu vas prendre tes ressources et tu vas les répliquer dans des clouds différents pour que si un cloud devient trop cher, par exemple, tu t'en débarrasses, tu passes à l'autre. Ou si un cloud est en panne, ça peut arriver, ça arrive de temps en temps. On a vu des cas il y a quelques années, je crois que c'était en 2016, une grosse panne chez AWS et plus récemment des grosses pannes chez Azure. Donc ça peut arriver que ton cloud public soit complètement en panne dans l'endroit où tu fais tourner tes serveurs. À ce moment-là, tu ne seras pas impacté parce que tu as un autre cloud public qui va prendre la main. Ça a d'autres implications parce qu'il faut prévoir ce genre de choses, mais globalement, l'idée est là derrière. Mais cette approche quand même a une problématique, comme je te disais, c'est que tu vas devoir te limiter au plus petit facteur commun qui va être disponible dans tous les clouds. Parce que tu ne veux pas avoir à réinventer la roue de comment installer tous mes systèmes, etc., comment les gérer, à chaque fois que tu vas passer d'un cloud à l'autre. Et, comme je le mentionnais, certains clouds n'ont peut-être pas le service dont tu as besoin. Est-ce que tous les clouds s'équivalent, peut-être pas au niveau des services qui sont offerts, mais au niveau de la robustesse, au niveau de résilience, au niveau de tout ce qui est la structure de haute disponibilité, par exemple? En général, oui. En général, tous les clouds se valent, mais chacun va recommander dans les meilleures pratiques. Si tu veux avoir un système robuste, tu ne vas pas t'installer sur un seul centre de données ou une seule région, comme ils les appellent. Tu vas utiliser plusieurs régions. Par exemple, chez AWS,
tu veux tes services au Canada, tu as 2 régions au Canada. Tu as Canada East qui est basé sur Montréal, et tu as depuis assez récemment Canada West qui est basé à Calgary. Donc là, ça te permet, en fait, si tu as vraiment une grosse panne, une bombe thermonucléaire qui tombe sur Montréal, on sait jamais, ça peut arriver, ou un météorite qui vient s'écraser pile sur le centre de données d'AWS à Montréal, bah t'as rien perdu parce qu'en fait, t'as ta solution de bascule qui va se trouver de l'autre côté du pays. Et dans certains cas, qui peut se trouver même dans un autre pays. Oui. Et là, on bascule dans une autre approche où un client qui va par exemple travailler à l'international, plutôt que de forcer ses clients, par exemple un client qui va être en Europe, de venir utiliser ses services qui sont au Canada, donc d'avoir des grosses latences, il va être capable de dire toute une partie des services que tu vas utiliser sont juste à côté de toi. Donc ça, c'est un des gros avantages du cloud public, des hyperscalers, c'est cette disponibilité mondiale. Par contre, si on a besoin de garder la souveraineté dans un pays en particulier, ça peut devenir plus difficile. C'est ça. OK. On a parlé, là, on vient de parler du multi-cloud, et j'aimerais le mettre en comparaison avec le cloud hybride. Parce que, je comprends qu'il y a certains avantages au multi-cloud. Il y a aussi des inconvénients que tu as soulignés. Mais en comparaison, parle-moi un peu de ce que le cloud hybride peut nous offrir. Il est composé de quoi? Et qu'est-ce qu'il peut nous offrir? Alors, le cloud hybride, globalement, plutôt que de prendre tous tes services et de les répliquer dans tes différents clouds, le cloud hybride, en fait, tu vas spécialiser. Donc, on va dire, mettons, tu as un manufacturier qui va créer des produits. Ces produits, il va faire sa production et il va les stocker. Donc déjà, tu vois que tu as 2 systèmes informatiques ici qui sont concernés. Le premier système qui va être la gestion de la production. Voir si tout va bien, s'il n'y a pas des pannes sur la ligne de production, etc. Et le deuxième qui va être son stock. Tu veux que ces services-là restent au plus proche de ta production et de ton stockage. Donc en général, ça, tu vas le garder soit chez toi, soit dans un centre de données qui va être proche de chez toi. Donc dans ton cloud privé. Maintenant, ces produits, c'est bien de les créer, c'est bien de les stocker, mais il faut peut-être les vendre aussi. Et si tu vends au grand public, bah tu vas avoir un site web en général. Même si tu vends à des entreprises, donc là on rentre dans le B2C ou le B2B, mais tu vas vendre tes produits. Et en général, tu vas les vendre à travers un site web. Ce site web, t'as pas besoin de le garder à côté de toi. Tu vas pouvoir dire, ce site web, je vais profiter des services qui sont disponibles chez les hyperscalers pour aller déployer mon site web chez eux. Quels sont les services, par exemple, pour les serveurs frontaux ou les serveurs d'API? Tu as ce qu'on appelle l'élasticité, où le cloud va être capable d'agrandir ta plateforme horizontalement, donc de rajouter des serveurs automatiquement en fonction de la charge que tu vas appliquer dessus. Donc, si tu as un client, tu auras un serveur. Si tu as 2 millions de clients, tu auras 25 serveurs, par exemple. Pardon. Donc ça, c'est profiter de l'élasticité qui est disponible chez les hyperscalers. La deuxième, c'est utiliser des services dédiés. Donc, je parlais tout à l'heure des bases de données gérées. Tu vas pouvoir utiliser une des bases de données gérées, donc que tu ne vas pas avoir à gérer toi-même. Tu auras juste besoin de gérer les données qui sont dans la base, mais pas gérer la base en elle-même. Donc, tu libères aussi tes administrateurs pour faire le travail qui a le plus de valeur pour ton entreprise. Et une entreprise, un manufacturier, ce qui a le plus de valeur, c'est manufacturer, c'est stocker. Exact. Et donc, tu veux que tes administrateurs soient disponibles pour travailler sur ces serveurs-là, sur ces services-là, pour t'assurer que tout va bien et que tu vas pouvoir fournir jusqu'au bout de la chaîne les produits à tes clients. Donc là, tu vas utiliser le cloud comme une extension et comme plus ou moins une décharge pour tes administrateurs qui vont pouvoir se concentrer sur ce qui a de la valeur pour toi. Donc ça, c'est le cloud hybride. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est là que ça devient un petit peu piégeant, c'est que un multi-cloud peut être un cloud hybride. Et un cloud hybride peut être multi-cloud. Bon, j'avais bien besoin de ça. Je vais prendre une autre gorgée, je pense.
Vas-y, explique-moi ça parce que là, je suis un peu perdu. Dans le sens où, par exemple, tu vas dire, tu travailles beaucoup avec des systèmes Microsoft, avec des bases de données Microsoft et avec des produits du business intelligence, donc du BI de chez Microsoft. Oui. Quel est le meilleur placé, à ton avis, en tant que cloud provider pour du Microsoft, surtout pour ce genre de produit-là? Oui, on pourrait penser à Azure. Exactement. Donc, tu veux du Power BI, par exemple. Azure a un service Power BI. Oui. Donc, un service géré. Comme ils ont du SharePoint, comme ils ont du mail à travers Microsoft 365, ils ont aussi Power BI en mode plus ou moins 365. Donc, si tu utilises ces technologies-là, forcément, tu vas penser, ça va être Azure qui va être le meilleur pour moi. Par contre, pour tes machines virtuelles, tu vas te rendre compte en regardant un petit peu la disponibilité du marché et surtout les coûts du marché, que en termes de prix, par exemple, pour des machines virtuelles, Azure va être peut-être un petit peu plus cher qu'AWS. Donc, tu vas pouvoir te dire, je vais en prendre une partie chez AWS uniquement pour mes VM. Mes VM chez AWS vont accéder à la base de données SQL qui est sur Azure et tes serveurs internes vont envoyer leurs données chez Azure qui pourront être accédées par tes serveurs virtuels chez AWS. OK, je commence à comprendre, là. Donc, ça te donne une idée des possibilités que tu peux avoir pour le cloud hybride. C'est vraiment tirer parti de ce qui se fait de mieux chez les clouds, chez les différents fournisseurs de cloud. Donc, multi-cloud te permet une grande flexibilité. Je dis grande, il faudrait la qualifier, mais ça te permet quand même une flexibilité que tu n'aurais pas si tu étais en privé ou en on-prem. Mais il doit sûrement y avoir des coûts rattachés à ça. Tu utilises 2 hyperscalers, tu as des données qui se promènent d'un côté et de l'autre. J'imagine que la facture augmente très rapidement. Exactement. Surtout que les hyperscalers, que ce soit AWS, Azure, Google, ils vont te facturer en fait le transit de données, tant les données entrantes que les données sortantes. Bien sûr. Donc, forcément, plus tu vas avoir de données qui transitent et plus ça va te coûter cher sur ta facture. Donc ça, c'est un premier point qui te permet de te dire, ça commence peut-être à coûter un petit peu cher. Mais c'est à mettre en relation, en fait, si tu avais tout en interne. Tu vas déjà, en interne, tu vas perdre la souplesse, tu vas perdre l'élasticité que tu as dans le cloud, par exemple. Donc, si tu as 2 millions de clients qui viennent interroger tes produits et qui tapent directement sur tes serveurs internes vont vite se retrouver à genoux et ne vont plus être capables de gérer les données. Donc, il y a des choses que tu peux faire pour essayer d'amortir un petit peu ce problème-là, mais au final, tes serveurs vont être impactés. Donc, tes administrateurs, ils vont passer leur temps à surveiller les serveurs pour s'assurer qu'ils ne sont pas surchargés. Et s'ils sont surchargés, potentiellement, créer manuellement des nouveaux serveurs pour aller balancer la charge entre les différents. Là où l'élasticité le fait automatiquement pour toi chez les hyperscalers. Donc, le gain financier que tu vas récupérer sur le coût de ton hyperscaler, tu vas en perdre une partie sur le coût du temps des administrateurs. Donc c'est un processus de balance en fait qu'il faut garder à l'esprit, et c'est aussi un processus qui se rapproche un petit peu du processus de l'assurance, dans le sens où tu vas payer pour un service, tu vas payer pour une assurance. Donc on va considérer que ton assurance automobile c'est un service. Donc, tu vas payer pour un service qui va te garantir que si tu as un accident, ton assurance va être capable de payer tout ou partie des coûts qui sont liés à cet accident. Mais tu payes tout le temps. Tu ne payes pas juste quand tu as ton accident. Tu vas payer tous les mois pour ton assurance automobile. C'est pareil chez un cloud. Tu vas payer tous les mois pour des ressources que tu vas peut-être utiliser, peut-être moins utiliser. L'avantage de l'élasticité, c'est que si tu n'as pas trop besoin de ressources, tu vas te retrouver avec un nombre minimum de ces ressources. Si tu as besoin de plus, automatiquement, ça va s'ajuster et tu ne vas payer pour cette différence de ressources qui a été ajoutée que pendant le temps où tu vas l'utiliser. Alors que si tu l'utilises dans ton cloud privé, déjà, tu as ton administrateur qui doit passer du temps à aller créer ce nouveau serveur et ce serveur va te coûter, entre guillemets, dans le sens où c'est des ressources qui sont consommées sur ton infrastructure virtualisée globale.
donc qui ne pourront pas être utilisés par d'autres services que tes utilisateurs vont pouvoir potentiellement te demander. En disant, par exemple, t'as tes analystes qui vont arriver, ils vont dire, bon, on a beaucoup de données, maintenant on veut analyser ces données, donc on a besoin d'un gros serveur pour pouvoir faire du big data dessus. Oui. Et potentiellement, ils vont venir te voir et te dire, c'est bien, on a fait du big data, donc on a fait du business intelligence dessus. Maintenant, il y a un nouveau mot qui est apparu et qui est dans le buzz global que tu entends partout, qui est en 2 lettres, qui est IA, intelligence artificielle. Bien sûr. Et là, ils viennent te voir et te disent, c'est génial parce que on veut être capable de faire des prédictions sur nos produits, savoir quel est le produit qui marche le mieux, quand est-ce qu'il marche le mieux, et être capable de prédire la production pour, mettons, on sait qu'il y a Noël qui approche, donc on a certains produits pour lesquels on va augmenter la production parce qu'on sait que à Noël, on va projeter qu'on va avoir une augmentation de la demande de 30%. Pour ça, il te faut des serveurs aussi. Et quand tu parles dans le monde de l'intelligence artificielle, il te faut des serveurs qui vont être un petit peu plus puissants que ce que tu as, toi, dans ton centre de données. Ils ont besoin de GPU, parce que l'intelligence artificielle fait beaucoup d'utilisation du GPU. Ça, ce sont des serveurs qui coûtent très cher pour une entreprise qui peuvent prendre beaucoup de temps à rentabiliser. Le cloud public t'offre des serveurs GPU exprès pour l'intelligence artificielle. D'accord. Donc, ça t'évite l'investissement de tes serveurs GPU, surtout pour la phase d'entraînement de ton modèle qui est la plus consommatrice. Après, l'utilisation de ton modèle d'intelligence artificielle peut tourner sur du CPU normal parce que généralement c'est beaucoup plus léger. Mais pour tout ce qui est la création de ton modèle, son entraînement, qui soit capable de prédire de manière fiable et constante, il faut que tu l'entraînes. Et pour ça, c'est très, très consommateur. Donc là, tu vas t'appuyer sur une ressource dédiée dans le cloud avec des GPU. Tu vas faire ce qu'il faut. Tu vas l'utiliser pendant 3 semaines, on va dire. Ça va te coûter cher pendant 3 semaines, mais après ces 3 semaines, tu n'en as plus besoin, tu l'éteins, t'as fini. Alors que si tu achètes ton serveur avec des GPU, ton serveur avec des GPU, il va te coûter $150,000, mais c'est $150,000 qu'il faut que tu rentabilises, donc il faut que tu l'utilises, ton serveur. Mais ça m'amène une question. Si on regarde ce que tu viens de dire, tu as du big data, donc en quelque part, tu as des données qui sont promenées entrantes et sortantes, et là, tu as besoin, tu veux que l'intelligence artificielle considère ton entrepôt de données, ton lac de données, peu importe comment on l'appelle. Encore une fois, on va avoir des données qui vont être transitoires, là, ici, qui entrent, qui sortent, et la facture... Pas forcément. En général, quand tu vas créer un lac de données, tu vas le créer dans un endroit où il va rester. Et tu vas le créer généralement dans du stockage objet. Parce que le stockage objet est fait pour ce genre de choses. Donc, en général, tu vas aller t'appuyer sur un fournisseur de cloud. Parce que ces fournisseurs de cloud vont être capables de te fournir du cloud objet. Amazon S3, Azure Blob Storage, R2i Cloud Object Storage. On a cette proposition-là aussi. Donc, et ton lac de données va rester. Donc, en fait, tu vas avoir une sortie de données de chez toi qui va aller rentrer chez ton fournisseur de cloud, mais après, tes données vont rester là. Donc, soit tu les interroges à partir de tes systèmes internes, auquel cas tu vas avoir des sorties de données, on s'entend, soit tu les interroges à partir du cloud, auquel cas ça va être une interrogation du cloud vers le cloud. Si tu restes dans le même cloud fournisseur de cloud, tu vas pas avoir cette sortie vers l'extérieur. Bien sûr, si tu stockes ton lac de données chez Amazon et que tu as ton BI chez Azure, il faut peut-être considérer ton approche et aller stocker les données directement chez Azure, par exemple. D'accord. On approche de la conclusion de notre podcast, et puis je me dis, j'aimerais ça faire un parallèle entre les différentes déclinaisons qu'on vient de regarder, en partant du on-prem jusqu'au multi-cloud, et quels sont les services qu'R2i sont en mesure d'offrir dans cette différente panoplie-là? Alors, dans cette différente panoplie-là, ce que R2i va être capable de proposer, c'est de l'infrastructure. Donc, on va proposer à nos clients des machines virtuelles avec du CPU, de la RAM et du stockage. Pour l'instant, on ne propose pas de GPU parce que nos clients ne nous le demandent pas. Et on va être capable de proposer aussi du stockage objet.
Et on est capable de proposer au niveau de l'infrastructure qu'on propose à nos clients, qu'on met à disposition à nos clients. On a également la possibilité automatiquement de sauvegarder les machines virtuelles, chose que les hyperscalers ne font pas. Ils n'ont pas tu as un service AWS Backup maintenant qui est disponible, donc ça commence à s'en approcher. Mais nous, en fait, on propose une approche vraiment où tout est bien géré chez nous. Donc, on sauvegarde les données et on est capable aussi de proposer de la bascule en cas de sinistre. Donc, on a 3 centres de données dans la région de Montréal, 2 centres de données dans la région de Toronto. Donc, pour nos clients, s'ils ont ce besoin-là d'avoir cette disponibilité, cette fiabilité, avoir cette bascule automatique en cas de défaillance est très importante pour eux. Donc, on peut offrir ça. Et on a également du stockage objet qu'on est capable de proposer qui est compatible S3. Eh bien, Arnaud, écoute, c'est une somme d'informations absolument faramineuse que tu viens de nous déballer dans les dernières minutes. Je suis vraiment content d'avoir pu assister et d'entendre ce que tu avais à dire. Je trouve ça très, très intéressant. Évidemment, si jamais le public qui nous écoute a des questions, on vous invite à contacter R2I. Ça va nous faire plaisir de donner de renseignements. En attendant, d'ici à la prochaine diffusion de prochains podcasts, je vous dis, gardez la santé, soyez en forme, soyez heureux. Et bonne journée. Merci beaucoup.